Bien, amiral, mon colonel, commandant, mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue au nom du vice-amiral Lionel Mathieu, commandant la marine à Marseille, et le bataillon des marins-pompiers de Marseille, qui est retenu ce soir par d'autres obligations et qui m'a chargé, amiral, de vous transmettre ses salutations et ses remerciements. Les fonds marins, nouvel Eldorado, nouvel champ de bataille, contiennent des ressources, des gisements de pétrole et de gaz offshore connus depuis assez longtemps, des ressources minières à venir, les champs de nodules polymétalliques, les sulfures hydrothermaux, les encroûtements cobaltifères, etc. Évidemment, contiennent aussi des ressources biologiques, les espèces halieutiques qui vivent dans la colonne d'eau, les espèces benthiques plus proches du fond, sachant qu'il y a là des ressources biologiques considérables et encore assez mal connues et mal décrites. Les fonds marins hébergent également des infrastructures. Vous pensez naturellement aux câbles de télécommunication de l'ordre de 450 qui innervent le fond des mers et qui véhiculent toutes vos données, Internet, data, etc. De quoi faire une conférence d'ailleurs spécifique sur le sujet. Des gazoducs, tout le monde a à l'esprit le sabotage des gazoducs Nord Stream en mer Baltique, plus récemment le gazoduc Baltic Connector entre la Finlande et l'Estonie. Et ce milieu est mal connu, il est peu exploré, mal cartographié, peu hydrographié, et donc il est encore en large partie, il reste à découvrir. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas faire la conférence à votre place, amiral. Donc j'ai invité pour vous l'amiral Martinet qui a bien voulu se déplacer depuis Toulon, qui fait partie de la FMES, la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, qui organise le mois prochain, là je crois, troisième édition de ces journées méditerranéennes à Toulon, auxquelles vous êtes évidemment invité à participer. Je vous remercie, amiral, et je vous cède la parole. Merci beaucoup. Alors moi je vais rester ici plus statique, ça sera plus simple pour passer les différentes diapos. Donc merci pour cette introduction. Effectivement, je viens de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques à Toulon, qui organise le mois prochain, les 9 et 10 novembre, les rencontres stratégiques de la Méditerranée. Un des items qui sera discuté à l'occasion de ces rencontres stratégiques, ce sont les fonds marins. Il y aura une table ronde qui sont dédiées. Donc les RSMed, c'est une vingtaine de tables rondes avec des regards croisés. On va aborder des problématiques technologiques, on va aborder des problématiques transverses d'enjeux et sécurité. On va aborder des problématiques militaires. Et particularité cette année, 3 temps de parole, 3 tables rondes sont accordées aux chefs d'état-major des 3 armées qui seront présents, avec chacun 4 à 5 homologues des 2 rives de la Méditerranée, pour débattre de leur vision des enjeux stratégiques en Méditerranée. Voilà. Donc j'ai fait un peu de pub pour la FMES et je reviens tout de suite à ma conférence, d'autant que le sujet est ardu, le sujet est très vaste, et 45 minutes pour couvrir l'ensemble des enjeux qui sont liés aux fonds marins, c'est une véritable gageure. Alors les fonds marins, l'actualité a mis un petit peu le focus dessus. Alors une actualité un peu ancienne avec les problématiques entre la Grèce et la Turquie sur des problématiques d'appropriation de ressources pétrolières et gazières, gazières surtout, sur les fonds marins. On a eu beaucoup plus récemment qui ont été cités le sabotage des gazoducs en Baltique. On a eu aussi le naufrage du Titan, du sous-marin d'exploration Titan, qui met le doigt aussi sur une problématique nouvelle sur laquelle je reviendrai et qui a trait aux fonds marins. Alors, je commence par un petit recalage historique sur l'exploration et la conquête des fonds marins. Voilà. En fait, la conscience des différents enjeux des fonds marins est quelque chose d'assez récent. On a eu jusqu'à une période, jusqu'au XXe siècle globalement, une vision un petit peu fantasmée, romancée des fonds marins. Pendant longtemps, on a pensé que les fonds marins n'abritaient aucune vie. Un biologiste qui s'appelait Edward Forbes,
en 1844, soutenait qu'il n'y avait aucune vie au-delà de 600 mètres. Et pour appuyer sa démonstration, il avait effectué des forages en mer Égée, et il avait des dragages, et il n'avait rien remonté. Et pour lui, ça démontrait qu'il n'y avait rien. Bon, en fait, l'avenir lui a donné tort. Et un autre scientifique britannique du nom de Thomson a effectué des dragages en 1868 par 1000 ou 1200 mètres de fond. Il a remonté de la vie. Et l'année suivante, par 4500 mètres de fond, il a remonté également des preuves de vie. Voilà. Les Français aussi ne sont pas restés en reste, et ils ont commencé à participer à tout cet élan de la recherche scientifique marine, sous-marine, à partir de 1880, avec des campagnes dans l'Atlantique Nord. Voilà pour le tableau général. Je fais un petit focus sur ce qu'ont fait les militaires, ce qu'a fait la Marine nationale. Ça sera aussi ma conclusion, puisqu'en conclusion, je viendrai sur la stratégie du ministère des Armées pour la maîtrise des fonds marins. Alors, l'apogée de la plongée militaire a commencé en 1943, quand le groupe d'aventuriers que vous voyez en bas à droite sur l'image, donc Jacques-Yves Cousteau, Philippe Taillez et Frédéric Dumas ont tourné en 1943 le premier film sous-marin, Les Épaves, équipé du scaphandre autonome Cousteau-Gagnant. Et en 1945, à la fin de la guerre, Philippe Taillez a demandé à Jacques-Yves Cousteau d'aller présenter ce film au chef d'état-major de la marine de l'époque, l'amiral Lemonnier. Et quand l'amiral Lemonnier a vu ce film, il a tout de suite compris l'intérêt de cette nouvelle technique d'intervention, l'intérêt de tout ce que les militaires pouvaient faire sous la mer. Et il a ordonné la création d'une entité qui s'appelait le GRS, le groupe de recherche sous-marin, je pense, dont la mission, au sortir de la guerre, était essentiellement la guerre des mines, mais également de participer à de la recherche, à des expérimentations. Ils ont en particulier filmé du mouillage de mines par sous-marin dans ces années-là. Le GRS, toujours un peu plus tard, en 1948, a participé aux expérimentations du Suisse Auguste Piccard dans le domaine des bathyscaphes. Ce GRS s'est transformé ensuite en GISMER en 1970. Donc là, un GISMER, là c'était véritablement l'apogée de la plongée profonde militaire dans la Marine nationale, avec des moyens extrêmement conséquents, un bateau support de plongée profonde dédié, le Triton, et le GISMER qui a travaillé avec la COMEX au développement de gaz qui ont permis la plongée humaine très profonde. Voilà pour les militaires. Les scientifiques et les militaires travaillant en commun ont également participé à des explorations très profondes avec des technologies de pointe pour l'époque. Je pense en particulier à ce qui est sur l'image ici, avec le FNRS-3 en 1950, avec l'Archimède en 61, qui était armé par la Marine nationale avec le soutien du CNRS pour les explorations abyssales. Et plus tard, avec des sous-marins plus légers comme le Siana, qui opérait pour la Knexo, ancêtre de l'actuel Ifremer. Voilà. Alors j'ai fait ce focus sur ce qu'ont fait les militaires en matière de plongée, pour dire qu'en fait, donc 70 avec le GISMER, c'était l'apogée, et cet apogée, ce domaine d'excellence de la marine française, il a duré jusque les années 90-2000, lorsque, pour des raisons de budget, des raisons de réduction d'effectifs, tout cela s'est contracté, et la marine nationale s'est recentrée sur la guerre des mines, délaissant en grande partie tout ce qui est plongée profonde, qui était jusque-là ce domaine d'excellence. Il y a eu une véritable perte de compétences dont on s'est rendu compte, dont la marine s'est rendu compte assez récemment, et a pris beaucoup de retard dans le développement d'un certain nombre de technologies pointe pour l'intervention et l'exploration des grands fonds. Donc depuis 2 ans, une nouvelle stratégie a été adoptée, mais j'y reviendrai en conclusion pour essayer de brosser le tableau de ce qui est en cours et de ce qui reste à faire. Après ce petit rappel historique, quelques notions physiques
et surtout juridique sur les fonds marins. Alors, les fonds marins, c'est bien sûr une immense partie de la surface de la Terre, puisque 71% de la Terre, ce sont des océans, avec une profondeur moyenne de 3800 mètres. Donc ces fonds marins, c'est une grande partie de la Terre, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'un grand fond? Alors, de façon très simpliste, on dit que le grand fond, ça commence à partir de 1000 mètres, à partir de la zone où la lumière ne pénètre plus. Bon, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, hein. Vous savez, je pense que dans la salle, il y a des spécialistes plus éminents que moi dans les sciences physiques de l'océan. La zone pélagique, donc la mer, l'eau, est divisée en plusieurs espaces selon la profondeur. Donc, premier espace, c'est la zone épipélagique. C'est la zone de l'océan qui va jusqu'à 200 mètres de fond. C'est celle dans laquelle pénètre la lumière, c'est celle dans laquelle la photosynthèse se passe. C'est celle globalement qui est la mieux connue de l'homme, puisque c'est accessible, la pression y est moindre. Au-delà des 200 mètres, jusqu'à de 200 à 1000 mètres, c'est la zone mésopélagique. Dans cette zone, il commence à y avoir c'est plus rude, beaucoup moins de lumière. Cette zone, elle est adjacente au sommet du talus continental. Vient ensuite la zone bathypélagique, c'est la partie de l'océan qui va de 1000 à 4000 mètres de profondeur. Là, il n'y a plus du tout de lumière, on appelle ça la zone de minuit. Et sur le fond, la partie terrestre de cette zone bathypélagique, on passe du talus continental au glacis continental. Alors, glacis continental, pourquoi ce nom? Parce qu'en fait, il est constitué d'un certain nombre de roches qui tombent, qui s'écroulent du talus continental. Voilà. Et ensuite, nous arrivons dans la zone abyssopélagique, ou zone abyssale, de 4000 à 6000 mètres. Alors, cette zone, elle est particulièrement importante parce que c'est la zone des grandes plaines abyssales. Ces plaines abyssales sont les reliefs les plus plats qui existent sur la planète. C'est complètement plat. C'est sur ces zones qu'on trouve la majorité des ressources minérales potentiellement exploitables dans le futur. Voilà. Cette zone, elle couvre 83%. Parce qu'en fait, la diapo donne une idée fausse de l'importance de cette zone abyssale. La zone abyssale, c'est 83% du fond des océans. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a une immensité potentiellement exploitable, mais une immensité qui se trouve par 4 à 6000 mètres de fond. Et puis pour terminer, c'est la zone adopélagique, la zone... la zone adopélagique aux zones Hadal. Hadal d'Hadès, Hadès, le dieu grec des enfers, ça donne une idée des conditions qui peuvent y régner. Voilà, je passe aux notions de droit de la mer, qui sont associées aux fonds marins et qui sont extrêmement importantes. Alors, premier espace, c'est le fond marin qui est associé à la mer territoriale, aux eaux territoriales, jusqu'à 12 nautiques. Sur ces fonds marins, la responsabilité incombe au préfet de département, pas au préfet maritime. Le préfet maritime est compétent sur la colonne d'eau. Le fond de la mer, c'est le préfet de département. Voilà. Au-delà de la zone des 12 nautiques, de la mer territoriale, on est sur la zone qui correspond à la zone économique exclusive jusqu'à 200 nautiques des côtes. Sur la zone qui correspond à la mer territoriale, pleine souveraineté de l'État côtier, qui peut réglementer tout ce qu'il souhaite réglementer. Sur cette zone économique exclusive, les pouvoirs sont plus limités. Voilà. Exclusivité d'exploitation des ressources, mais par exemple, un État ne peut pas interdire la pose de câbles numériques, de câbles sous-marins, dans sa zone économique exclusive. Voilà. Donc, voilà le statut des jusqu'à 200 nautiques. Ça, c'est sur le plateau continental. Il existe, dans les dispositions prévues par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, une possibilité d'étendre
ce plateau continental sous juridiction nationale, si on arrive à prouver que jusqu'à 350 nautiques, il y a une continuité du plateau continental. Donc il y a tout un dispositif pour déposer des demandes et je vais venir sur ce dispositif. Voilà. Au-delà de ce plateau continental potentiellement étendu jusqu'à 350 nautiques, on entre dans ce que la communauté internationale appelle la zone. Et la zone, c'est un patrimoine commun de l'humanité. Voilà. Et pour donner corps à cette notion de patrimoine commun de l'humanité, il y a un organisme international qui a été créé, qui est l'Autorité internationale des fonds marins. Son pouvoir, c'est de réglementer, c'est d'autoriser l'exploration et l'exploitation des fonds marins de la zone, donc jusqu'au grand fond et jusqu'aux fosses abyssales, si un jour quelqu'un voulait aller dans les fosses abyssales, mais enfin, en tout cas sur les plaines abyssales, c'est là que se passe tout l'intérêt. Voilà, donc permis d'exploration, permis d'exploitation. Sa mission, c'est également d'encourager la recherche scientifique dans la zone. C'est tout. Il n'y a pas d'autres pouvoirs de réglementation qui soient accordés à l'AIFM. Alors, je vous ai parlé de cette possibilité d'étendre le plateau, la zone sous juridiction nationale, le plateau, si le plateau continental, si on peut démontrer que le plateau continental va jusqu'à 350 nautiques. Voilà. Dans ce cas-là, il faut présenter un dossier très étayé. Hein. Il faut pouvoir démontrer de manière incontestable que la position du rebord extrême du plateau continental tel qu'on le revendique est bien une continuité du plateau continental qui va jusqu'à la Terre. Alors la France, elle est très active dans ce domaine et elle a dans le cadre d'un programme qui s'appelle Extraplac. Extraplac, ça signifie extension raisonnée du plateau continental. Et la France, elle a aujourd'hui une superficie du domaine maritime sous sa juridiction, donc je parle du fond des océans, de 11 millions de kilomètres carrés, qui en fait aujourd'hui le premier État sous-marin au monde. Premier État sous-marin, on parle souvent de puissance maritime, alors, on pourra en débattre et faire une conférence sur ce qu'est la puissance maritime. Là c'est incontestable, c'est en termes de superficie de fonds marins sous juridiction nationale, 11 millions de kilomètres carrés. Elle a commencé ce programme Extraplac d'extension de son plateau continental en 2006 et elle a récupéré depuis 11 zones en Guyane, Martinique, Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie, au Kerguelen, à La Réunion, à Saint-Paul et Amsterdam et dans le golfe de Gascogne. Il y a encore 500 000 kilomètres carrés de fonds marins qui font l'objet de ce programme Extraplac, donc qui font l'objet de dossiers déposés pour récupérer du plateau continental. Et lorsque ça aboutira, il y aura donc bien 500 000 km² de plus sous juridiction française. Voilà. Donc on pourrait donc en conclure que les richesses potentielles pour la France sont immenses en raison de cette superficie de territoire sous-marin sous sa juridiction. Oui, mais nous allons voir que la situation n'est pas aussi simple que ça pour des raisons essentiellement politiques. Alors la première richesse. La première richesse à laquelle on pense quand on parle des fonds marins, c'est le pétrole, c'est le gaz. Surtout que depuis 1973, en réponse au choc pétrolier, les pays occidentaux se sont énormément tournés vers la mer et les océans. Et aujourd'hui, la production de pétrole et de gaz en mer représente 30% de la production totale de pétrole et de gaz. En parallèle, il y a eu de grosses avancées technologiques qui permettent d'aller exploiter toujours plus profond jusqu'à bien au-delà des 2000 mètres de fond. Donc on est dans de l'ultra-deep à ces profondeurs-là. Voilà. Le problème, c'est que la France, elle ne s'est pas engagée dans l'exploitation du gaz et du pétrole dans les fonds sous sa juridiction. Voilà.
Tout ça, ça s'est passé en 2017, en février 2017 tout d'abord, avec un moratoire qui a été instauré par Ségolène Royal, alors ministre de l'Environnement, moratoire sur l'exploitation dans les eaux françaises en Méditerranée et en Atlantique de toute source, de tout pétrole ou gaz potentiellement découvert. Et son successeur, Nicolas Hulot, en juillet 2017, dans le cadre du plan climat de la France, a annoncé l'interdiction définitive pour tout le territoire français, donc pour ces 11 millions de kilomètres carrés, d'exploitation potentielle. Et tout ça, ça a été transformé, ça a été posé dans la loi, puisqu'il y a une loi du 30 décembre 2017 qui met fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures, aussi bien hydrocarbures conventionnels que non conventionnels, le gaz de schiste, dans tous les espaces sous juridiction française. Alors la France est le premier et probablement le seul pays à avoir pris une telle décision avec des conséquences à la fois locales et globales. Cette décision, elle était clairement dans un but environnemental et elle visait à donner corps à la recommandation de l'Agence internationale de l'énergie de laisser 2/3 des ressources fossiles existantes sous terre pour limiter à 2 degrés le réchauffement climatique. Mais la conséquence, c'est que ces richesses ne sont pas exploitées. Alors, ça n'a pas empêché l'industrie pétrolière et parapétrolière française d'être extrêmement dynamique, mais elle a été chercher ses ressources, elle travaille à l'étranger, hors des zones sous juridiction française, avec 2 grands leaders que vous connaissez, Total Energy et GDF Suez, mais également toute une industrie parapétrolière associée, qui travaille au développement de plateformes pétrolières, qui fournit tout un tas de services, industrie pétrolière française, je pense aux bateaux remorqueurs, et qui met à disposition tout un tas aussi de savoir-faire que les compagnies pétrolières ne souhaitent pas détenir en propre. Voilà. Alors, il y a du pétrole, il y a du gaz, ce n'est pas la seule ressource. On a aussi sur les plaines abyssales dont je vous ai parlé, les nodules polymétalliques, bien connus, riches en fer, riches en manganèse, en nickel, en cuivre, en cobalt. Les encroûtements cobaltifères à la surface des monts sous-marins, qui se forment directement à partir des métaux présents dans l'eau. Et puis les amas sulfurés dont la présence est liée à une activité hydrothermale. Voilà. Ce qui est certain, c'est que les besoins dans toutes ces matières qui sont présentes sur les plaines abyssales ne vont faire que croître dans le futur. Toutes les projections à l'échéance 2050-2060, on sait déjà que si la consommation mondiale ne réduit pas, et il n'y a aucune raison qu'elle réduise, les besoins dans ces matières vont exploser. Ils devraient passer de 85 milliards à environ 180 milliards de tonnes à l'échéance 2050-2060, avec une population qui va augmenter, elle, de 2 milliards d'êtres humains durant cette même période. Voilà. Voilà, je suis revenu sur ma slide. J'avais un petit peu. Voilà. Donc, pour la France, une immensité de territoires sous juridiction, une décision de ne pas exploiter le pétrole, des richesses potentielles comme les nodules sur les fonds marins. La France avait également une stratégie, avait pourtant une stratégie d'exploitation et d'exploration des fonds. Cette stratégie, elle avait été adoptée en 2015 et donc elle ouvrait la voie à une potentielle exploitation future de ces richesses sur les plaines abyssales. Le problème, c'est que le rêve de ces matières premières présentes sur les grands fonds marins en abondance,
a pris un sérieux coup d'arrêt depuis quelques années, puisque la recherche scientifique a montré qu'en fait, il y a énormément de vie dans ces zones. Il y a énormément de vie, une vie qui est relativement mal connue. Greenpeace estime que 2/3 de la vie qui est présente dans ces zones, est inconnue. Or, il est certain que l'extraction de minerais, que l'exploitation de ces nodules polymétalliques viendrait perturber très fortement, voire détruire tous ces écosystèmes qui existent dans les grands fonds. Et même bien au-delà de la zone qui est exploitée, ça soulèverait tout un tas de particules, de sédiments qui iraient créer du désordre pour tous ces organismes. Alors, les positions au plan international sont très variées. Globalement, les États africains ou les États asiatiques, eux, sont plutôt en faveur d'une exploitation de ces ressources sur les fonds marins. Les uns parce qu'ils en tireraient des bénéfices directs, les autres pour sanctuariser un certain nombre d'approvisionnements ou de ressources dont ils ont besoin. Du côté des pays occidentaux, l'approche est beaucoup plus prudente, c'est beaucoup plus une approche de précaution qui est prônée. Alors, tout ça a failli accélérer, puisque le petit État de Nauru a déposé ses premiers permis auprès de l'AIFM, l'Autorité internationale des fonds marins, ses premiers permis d'exploitation, Nauru, en partenariat avec une société canadienne. Voilà. Et Nauru a invoqué un article qui est contenu dans la charte de l'AIFM, la clause des 2 ans, qui normalement aurait dû mettre en demeure l'AIFM de produire l'équivalent de son code minier, qui aurait été le véritable feu vert pour pouvoir débuter cette exploitation des fonds marins. Voilà. Donc Nauru a déposé sa demande à l'été 2021, l'échéance arrivait à l'été 2023, mais l'AIFM n'est pas parvenue, les négociations à huis clos entre les États membres de l'AIFM ne sont pas parvenus à établir ce code minier, donc les autorisations sont en suspens et la décision a été repoussée à 2025, qui est la nouvelle échéance, l'échéance visée pour ce code minier. Alors dans ce contexte, que fait la France? La France, elle a décidé de soutenir l'interdiction de toute exploitation des ressources minières sur les fonds marins. C'est une déclaration d'Emmanuel Macron au lancement de la COP27 à Sharm el-Sheikh que vous avez suivi. En fait, ça a été un petit peu un revirement par rapport à la position antérieure, surtout si l'on considère que le plan de relance France 2030 accordait 2 milliards d'euros, dédié 2 milliards d'euros à l'exploration de l'espace des fonds marins. Voilà. Alors, le risque, moi, j'identifie, c'est que très rapidement, des États s'écartent de l'AIFM, puisque tout ce qui se passe en mer, les lois, ou en tout cas le droit maritime ne vaut que si l'on adhère à ce droit. Il y a un certain nombre d'États qui s'en soustraient. Et donc, le risque, c'est que des États s'en écartent et commencent rapidement à exploiter toutes ces ressources qui sont dans le fond marin. Voilà. Alors, quelques mots sur les technologies d'exploitation des fonds marins. Donc, cette petite slide, vous avez un petit peu tout ce qui aujourd'hui permet une exploitation aisée des fonds marins. Alors, cette exploitation, elle a été rendue possible par ces progrès technologiques. On a globalement progrès technologiques qui permettent de mettre des engins non pilotés, non habités dans l'eau. Alors, on a 4 grandes familles d'engins. On a d'abord les drones sous-marins, les AUV. Donc l'AUV, c'est un petit sous-marin autonome, il est non habité, bien sûr. Il est généralement mis à l'eau depuis un bateau de surface. Il peut opérer jusqu'à de grandes profondeurs. La difficulté, c'est pour exploiter les informations qu'il recueille. Bien sûr, il faut le récupérer à bord du bateau et récupérer les données qu'il a pu connecter. Le deuxième engin qui intervient sous l'eau, c'est le ROV, donc qui est un engin
qui est télépiloté, il est relié au bateau par un cordon qui permet deux choses, qui permet un, de le guider, et puis deux, de faire remonter en temps réel les données qu'il collecte. C'est donc particulièrement intéressant. Et ce ROV, il peut être équipé de bras articulés, il peut être équipé d'équipements pour faire des prélèvements ou des interventions sur le fond de l'eau. La troisième catégorie, c'est le glider. Donc le glider, c'est le planeur sous-marin. En fait, il utilise très peu d'énergie pour naviguer. En fait, il plane en utilisant la différence de densité, différence de salinité, différence de température entre les couches d'eau. Il a besoin que de très peu d'énergie pour se repositionner et continuer. Donc, on a des gliders qui peuvent atteindre de grandes profondeurs et on a surtout des gliders qui peuvent atteindre des périodes extrêmement longues à la mer, jusqu'à 160 jours à la mer, pour collecter de la donnée. Après, se pose la problématique de récupérer cette donnée, mais soit en récupérant le glider, soit en lui permettant de passer sur certains points et de récupérer au fil de sa mission. Quatrième engin, c'est le trawler. Le trawler, c'est un petit engin à roues, plutôt à chenilles, qui se balade au fond, et c'est le trawler qui serait utilisé pour exploiter les nodules polymétalliques, par exemple. Et alors la tendance futuriste, c'est les petites soucoupes volantes que vous avez sous le fond là, c'est de la présence permanente d'engins non habités sur le fond de l'océan. Voilà. Des sortes des drones qui seraient résidents sur le fond de l'océan, qui iraient de station en station pour se recharger et qui permettraient double intérêt, enfin des intérêts à la fois scientifiques, observer ce qui se passe dans les grands fonds, intérêt biologique, intérêt scientifique, mais également intérêt militaire. Et on voit bien l'intérêt d'avoir ce genre d'équipement qui contrôle une zone étendue. Alors, ce marché des drones, il est en pleine expansion. Il était estimé à 1,5 milliard d'euros en 2021. Il devrait atteindre 4,5 milliards d'euros en 2026, soit une augmentation de plus de 20% par an sur la période. Alors, de tels développements capacitaires ne vont pas manquer d'accroître la présence humaine au fond de l'eau. La France, elle joue un rôle pionnier, elle a de grands acteurs dans le domaine. Je vais en citer deux. Je vais citer d'abord Exsail, qui rassemble aujourd'hui l'ancien ECA, qui était plus spécialisé dans les drones sous-marins, et iXblue, qui était plutôt dans des drones de surface et dans des centrales inertielles, et qui est aujourd'hui un leader mondial du drone militaire. Enfin, en tout cas, il est dans le peloton de tête. Voilà. Donc, une industrie française très dynamique. Sur les gliders, je cite Alcimar, qui est aussi extrêmement performant. Alors, faut pas, je fais un peu de cocorico, mais je le modère. Et d'ailleurs, le titre de la slide le modère un petit peu, en disant que la part est tout de même relativement limitée. Les grands leaders, c'est tout de même les États-Unis, avec 40% de recherche-développement et d'équipement. Mais il y a aussi une forte concurrence en Europe, des Britanniques et de façon assez curieuse des Allemands, parce que les Allemands n'ont pas beaucoup de mer, mais ils sont extrêmement présents, extrêmement dynamiques chez des équipementiers qui interviennent dans le domaine des drones sous-marins. Voilà. Je surveille l'heure parce que les 45 minutes qu'on m'a données sont courtes. Un des grands enjeux des fonds marins sont les câbles numériques qui circulent. Alors les câbles numériques, c'est pas quelque chose de nouveau en fait. J'ai été assez surpris quand j'ai visité Orange Marine et que j'ai eu bénéficié de leur présentation. Le premier câble, c'est au 19e siècle, qui reliait Douvres et Cap Griné. Et déjà à l'époque, il était destiné à relier la Bourse de Londres et la Bourse de Paris. Donc déjà, cette utilisation du câble sous-marin pour transporter de la donnée financière. Le 1858, c'est le premier câble transatlantique, 1858, entre l'Irlande et Terre-Neuve. Londres et Bombay sont reliés en 1870. Et en 1900, on compte 200 000 km de câbles télégraphiques sur le fond de l'eau. Voilà. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental. 97% de communication numérique transite par les câbles sous-marins et en particulier la quasi-totalité de la finance internationale. Voilà. Donc il n'y a pas de plan B par satellite
pour le câble sous-marin. Pour le flux de données qui transite par les câbles sous-marins. Avec, pour la France, un certain nombre d'enjeux stratégiques, enfin pour la France et pour tout le monde, puisque ces câbles sous-marins, on voit la carte derrière, il y a des vulnérabilités au point d'atterrage, au point d'arrivée à terre, il y a des vulnérabilités des câbles sous-marins quand ils passent des détroits dans des zones resserrées. Et cette vulnérabilité, elle n'est pas... Enfin, nous ne sommes pas tous égaux devant cette vulnérabilité. On voit bien en regardant cette carte que des États continentaux comme la Chine ou la Russie sont beaucoup moins dépendants des câbles sous-marins puisqu'ils ont des plans B continentaux, des plans B terrestres. Alors les câbles, ils sont fragiles. Pour les réparer, il y a un certain nombre il y a des câbliers qui sont en alerte, ils sont capables d'appareiller en 24 heures pour aller les dépanner. En France, on a un des fleurons, que le consortium constitué entre Orange Marine et l'italien Elettra est le cinquième mondial en matière de câblier. J'étais récemment à l'inauguration, enfin au baptême du Sophie Germain, le nouveau câblier d'Orange Marine, magnifique bateau, qui a la particularité d'être capable d'opérer à la fois sur les câbles sous-marins, les câbles numériques, mais également capable d'opérer sur des câbles d'énergie. Et ça sera un enjeu pour demain, puisqu'il n'y aura pas demain, avec le développement de l'éolien offshore, on aura davantage de câbles d'énergie sur des câbles de beaucoup plus grosses sections. Donc c'est quelque chose qui est assez novateur du côté d'Orange. Les câbles, ce ne sont pas les seuls éléments stratégiques sur le fond des mers, des océans. On a également les gazoducs, les pipelines qui sont là. Alors, à la différence du pétrole qui est facile à exploiter, qui est facile à exporter compte tenu de sa nature liquide, c'est beaucoup plus compliqué pour le gaz. Le gaz, il nécessite des infrastructures lourdes, des infrastructures onéreuses pour son extraction, mais surtout pour son transport et pour son exportation. En fait, il faut le mettre en pression, et de la pression dépend la vitesse à laquelle on va pouvoir le faire se déplacer dans les gazoducs. Voilà. Donc il y a trois conclusions. Donc, on voit un petit peu la carte des gazoducs derrière moi qui existent, qui sont en projet, XMEG. Trois conclusions stratégiques quand on voit cette carte sur les enjeux gaziers. D'abord, lorsqu'on voit le réseau, ce n'est pas forcément celui qui détient le gaz qui détient le pouvoir, parce que quand on a du gaz mais qu'on n'a qu'un seul client, mais que ce client, lui, a des sources potentielles variées d'approvisionnement, voilà. Deuxième conclusion, c'est que le gaz, il est beaucoup plus sensible que le pétrole aux crises internationales et aux guerres, ou aux troubles dans la zone où il est exploité. Et troisième conclusion, c'est que ce sont des infrastructures tellement lourdes, tellement grosses, qu'elles ne peuvent se concevoir que alors pas en multinational, mais avec des accords internationaux pour développer de telles structures. Voilà. Et l'autre question qui est derrière ces pipes et ces gazoducs, c'est la question de leur sécurité. Donc vous avez cité les sabotages de Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Même si on a de forts soupçons, on n'a pas pu établir de façon certaine qui en était l'auteur. Destruction là, du Baltic Connector entre la Finlande et l'Estonie ce mois-ci, et destruction également d'un câble numérique qui était à côté, sans qu'on puisse... Voilà. Donc le fond des océans, c'est par excellence le lieu où les États peuvent exercer des actions hybrides difficilement non imputables. Un autre enjeu, c'est la protection du patrimoine archéologique. En fait, la mer, c'est un immense musée à ciel ouvert. Et la France a été le premier pays du monde à se structurer en matière de protection du patrimoine immergé. Elle a fait ça en 1966, en créant la direction des recherches archéologiques sous-marines, qui est devenu aujourd'hui le département des recherches archéologiques sous-marines et subaquatiques. Voilà. Elle a créé le DRASM, et sa mission, c'est de veiller à l'application du Code du patrimoine et d'assurer la protection du patrimoine immergé en mer. Alors, ce patrimoine immergé,
on le connaît de mieux en mieux. À la création du DRASM en 66, une cinquantaine d'épaves étaient répertoriées. On en a aujourd'hui plus de 20 000 dans les seules eaux métropolitaines. Voilà. Donc ça donne une idée de la richesse. Le DRASM particulièrement actif, avec une flotte de trois bâtiments, qui participe aussi à des expérimentations et des développements de technologies nouvelles, comme le petit robot articulé, le petit robot humanoïde que vous avez sur la photo. Voilà. Donc un patrimoine très riche, très nombreuses épaves, mais qui sont soumis à de nombreuses menaces au fil du développement de toutes ces technologies qui se disséminent et qui permettent à tout un chacun, quasiment, d'aller de plus en plus profond. Voilà. Et avec cette slide, je mets le doigt sur un sujet émergent, celui des sous-marins de plaisance. Donc le Titan a mis un petit peu un focus dessus de façon un petit peu dramatique, mais c'est un sujet que nous, à la FMS, on avait identifié déjà l'année dernière avec une étude sur le sujet, et on va organiser le mois prochain un séminaire avec la Marine et l'Université de Toulon sur ce sujet qui lève des problématiques multiples, des problématiques juridiques, mais aussi des problématiques techniques. Voilà. Donc la plaisance de luxe, elle s'est considérablement développée de par le monde, elle s'est considérablement développée dans notre région. L'industrie du luxe, enfin de la plaisance, de la grande plaisance, elle a des problèmes. Elle a des problèmes en ce moment avec les Russes qui sont sous sanction. Elle a des problèmes parce qu'elle a bien compris qu'il allait falloir qu'elle s'adapte aux nouveaux enjeux environnementaux, qu'il allait falloir qu'elle soit moins polluante. Mais elle a un autre défi, c'est s'adapter à la clientèle, une clientèle toujours plus jeune, toujours plus riche, qui veut toujours plus de sensations. Et une des solutions qu'elle a trouvées, c'est d'équiper ses yachts avec des sous-marins, des mini-sous-marins de plaisance. Voilà. Et en fait, ces mini-sous-marins, je crois qu'on a véritablement sous-estimé leur véritable capacité. Moi, j'ai rencontré les gens du Boat Works, qui est le leader, je pense, le leader mondial en matière de sous-marins de plaisance. Donc ces sous-marins, ils existent. Ces sous-marins, il y en a sur chaque yacht. Ces sous-marins, ils sont capables de plonger jusqu'à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Et ils n'ont rien à voir avec la boîte de conserve qui était le Titan. Ils sont vraiment efficients. Ils ont baissé en prix. Donc, un sous-marin de 4 places aujourd'hui, c'est 500 000 €. Ça peut sembler cher, mais il y a 10 ans, c'était 4 millions d'euros. Voilà. Donc, on voit bien toute le danger et la dissémination de ce genre d'engin. Voilà. Donc, ils vont pouvoir à la fois, il y a menace pour le patrimoine archéologique, il y a menace aussi stratégique, parce qu'ils peuvent être utilisés pour tout un tas de choses. Pas forcément recommandé. Et voilà pour conclure, parce qu'on m'a fait signe. Bien, j'arrive pile. La dernière diapo sur l'action des armées. Voilà. Donc, bon, je vous l'ai dit de façon un peu abrupte en introduction, un domaine qui a été abandonné, avec un recentrage uniquement sur la guerre des mines dans les années 90-2000. Mais la problématique, c'est que l'intervention dans les fonds, les grands fonds marins, qui a longtemps été l'apanage d'un club très fermé d'acteurs, aujourd'hui, avec toutes les technologies nouvelles que je vous ai décrites, elle s'est très largement répandue. Il y a de fortes menaces pour nos intérêts, à la fois les intérêts économiques, avec de la prédation potentielle sur les ressources, avec la prédation potentielle sur le patrimoine, mais surtout des menaces sur notre souveraineté, avec des menaces sur les câbles numériques, des menaces sur les réseaux gaziers, des menaces des équipements qui peuvent être mis sur le fond, espionner ce que font nos sous-marins ou nos bâtiments de surface. Donc ça peut aller jusqu'à entraver l'action de la Marine nationale. Voilà. Donc tout ça, ça a été parfaitement ça a été perçu, ça a été compris, et la Marine a conceptualisé tout ça dans ce qu'elle appelle le seabed warfare, donc un nouveau domaine de lutte. Elle veut être capable d'agir jusqu'à 6000 mètres sur les fonds marins, donc vers les fonds marins, sur les fonds marins et à partir des fonds marins. Voilà. Et quand je dis ça, tout est un petit peu dit, parce qu'il faut pouvoir aller jusque là-bas, il faut pouvoir agir sur, donc il faut pouvoir rester, et il faut pouvoir
Et à partir d'eux, il faut aussi pouvoir avoir des équipements qui sont là-bas, qui sont endurants, qui restent longtemps et qui agissent. Voilà. Donc derrière tout ça, ça veut dire qu'il faut des moyens, il faut adapter à la fois, donc il faut s'équiper en moyens, il faut modifier aussi les bateaux, parce qu'il faut être capable de transporter ces équipements qui vont être acquis. Et l'ambition de la marine, c'est d'être capable de faire tout ça jusqu'à 6000 mètres de fond. Alors pourquoi 6000 mètres de fond? Quand j'ai présenté en introduction les caractéristiques physiques des fonds marins, je vous ai dit, ou peut-être que je l'ai oublié, mais 6000 mètres de fond, c'est 83% de la surface des océans. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour le faire, eh ben, elle va s'appuyer sur un drone qui est l'Ulix, qui est aussi utilisé par l'Ifremer. L'Ifremer qui est en train de le tester, et l'Ulix a effectué sa première plongée à presque 6000 mètres, 5900 mètres ou 5800 mètres, il y a une quinzaine de jours. Voilà. Donc, une prise en compte de cette menace, de ce changement de paradigme dans les fonds marins, une stratégie mise en place, un nouveau domaine de lutte défini, un commandement mis en place, des moyens qui sont consacrés, mais une longue route qui reste à parcourir pour récupérer le retard qui a été un petit peu accumulé. Voilà.